Pour parler du coup de l'IA maintenant, Mhm. sur ce dernier point, donc le ChatGPT, ça a explosé en 2022. Comment est-ce que toi, tu as vu cette évolution entre 2022 et aujourd'hui? Quelles sont les grandes phases, un peu, si je peux appeler ça comme ça, du Mhm. développement de l'IA? En fait, moi déjà, j'ai une longue histoire avec l'IA parce que c'était une passion de jeunesse. Et Ouais. puis, j'ai fait des études là-dessus. J'ai fait ce qu'on appelait à l'époque des réseaux neuronaux. Et je voulais faire une thèse Mm. sur le sujet. Et mon prof à l'époque, à Télécom Paris, m'a dit mais l'IA, c'est mort. Vous voulez pas faire du traitement du signal, du mobile, du GSM, des choses comme ça. J'ai pas du tout envie de faire des transformés de Fourier, des choses comme ça. Et donc, je suis parti. Ça a été aussi une des raisons qui m'a poussé à partir de la Silicon Valley. Et moi, c'est drôle parce que j'étais fasciné par l'IA, je suis fasciné par les films de l'IA. J'ai vu, je pense, tous les films. C'est quoi ton préféré? J'en ai des dizaines. Mais, Allez, un ou deux. moi, je suis fasciné par la question de la simulation. Ouais. Donc, j'aime beaucoup de 13 Floors, qui s'appelle Passé virtuel, qui est sorti au même moment que Matrix, qui a, qui a une vision un peu différente. J'aime bien les classiques, évidemment, mais le film qui m'a fait basculer, c'était Tron. Tron, qui était un film de Walt Disney où Ouais. tu rentres à l'intérieur de la machine. C'était de l'intelligence artificielle. Mm. À l'époque, déjà, on parlait de tous les sujets qui allaient venir. Et la particularité de ce film, c'est que c'est un des premiers à avoir utilisé des images de synthèse, mais surtout, il a été écrit par Bonnie McBurn, qui était la femme d'Alan Kay, qui est le mentor de Steve Jobs et qui a été Ok. un des visionnaires de l'informatique. Quelqu'un que j'ai toujours, qui avait cette vision d'un ordinateur portable où toute la connaissance serait accessible, qui s'appelle Dynabook, ce qui est devenu finalement l'iPhone, puisque c'est des années après. Et ChatGPT est un peu dans la continuité de ça. C'est cette idée d'avoir un outil, je parle souvent de Personal Solitude Manager, c'est-à-dire un outil avec lequel tu parles de manière continue. Et, et ce que je trouve fascinant avec ces outils, c'est que la technologie est incroyable, mais je trouve que les produits ne sont pas encore au niveau. Mm. Je pense que le choix du chat comme interface unique, Ouais. on en a parlé, hein, est à mon avis un problème. J'ai testé un projet qui s'appelle Social AI, où Ils font quoi? en fait, c'est un Twitter Ouais. où tu es le seul humain et tout ce que tu as en réponse est en fait généré par des IA. Et donc, tu peux choisir des IA qui sont sympas, qui se fichent un peu de toi, cheerful, qui te soutiennent, contrariennes. Et donc, tu construis un univers de voix qui vont te parler avec toi. Mm. Et ce que je trouvais fascinant, c'est le créateur de l'application qui a 28 ans et qui avait été embauché à 18 ans ou je crois même 16 ans par Zuck, Mhm. dire en fait déjà sur Twitter 80% de ce que tu as est écrit par des robots. Donc, Ouais. mais ce que je trouvais intéressant, et il disait une chose fascinante, c'est que quand tu chattes avec une IA type ChatGPT, enfin des LLM, quand tu poses une question, souvent si tu redemandes plusieurs fois des réponses, tu auras enfin la bonne réponse. Mm. Et donc l'idée de travailler non pas avec une entité, mais un groupe d'entités qui sont paramétrées différemment, te permet tout de suite de trouver ce qui t'intéresse. Et donc je trouvais ça très intéressant. Après, est-ce que la voix, c'est la bonne façon de parler? Le problème de la voix, c'est ce qu'on avait vu avec les assistants. Ouais. C'est ah, j'ai envie de jouer cette musique. Comment elle s'appelle déjà? Ah, je ne me rappelle plus le titre. Tu vas sur ton iPod, Mm. tu navigues, tu connais déjà tu sais, as une partie de ton cerveau qui retient les visages, les covers de films, de musique. Tu navigues et tu vois tout de suite le petit icône, même s'il est comme ça, Ouais. avec l'album, tu cliques et tu sais que c'est la quatrième. Où tu connais le titre et tu appuies. Et là, tu sais exactement. Parce que, ah oui, c'était une chanson de Massive Attack, mais je ne me rappelle pas. Et donc, tu as un vrai sujet, c'est que l'interaction visuelle et l'interaction tactile, tu retiens. Moi, je sais que par exemple, la plupart des digicoches, je les retiens uniquement avec Ouais. Le logo. le tactile, Enfin, voilà, ouais, ouais. la mémoire tactile. Le piano, c'est ça, hein, tu t'entraînes Oui. pendant des heures et des heures, et c'est de la mémoire tactile en fait, à la fin. Mm. Euh, c'est très, c'est très intéressant, mais c'est pas suffisant. Mais ce qui va être intéressant, c'est que si effectivement les IA commencent à voir l'environnement et avoir accès à plus de choses, moi ce que j'attends, c'est quand GPT, le nouveau GPT, pas le O, ce qui est après I, Ouais.
va avoir la capacité d'analyser les textes, les vidéos, et donc connaître l'environnement immédiat, tu vas avoir des possibilités de produits, de relations qui seront très intéressantes. Et on en est où là, du coup, dans le développement de ce type d'IA? Il y a plein de projets. Il y a des Ouais. petits projets qui n'ont pas beaucoup d'argent, et puis tu as les projets des GAFAM, et puis tu as les interfaces. Là, j'ai vu que les lunettes, c'est intéressant de voir que, d'une certaine manière, Meta et Ouais. Snapchat ont fait la leçon à Apple en sortant des produits beaucoup plus intéressants que le Vision Pro, en gros, avec des lunettes où tu as directement les informations, sous forme de prototype, plutôt que de le vendre et de se rendre compte qu'en fait, tu aurais mieux fait de faire le Vision Pro pour les développeurs, d'en vendre 5000 et de dire aux gens c'est le début d'une nouvelle aventure, on va travailler C'est un peu ce ensemble. qu'ils ont fait, non, Apple, au final? C'est pas la même... Oui, enfin, ils l'ont quand même vendu comme un produit commercial. Quand tu le mets dans un Apple Store, pour moi, Ouais. ça veut dire que tu dis c'est le remplaçant d'iPhone. D'accord, ok. Et Mais le prix, quand même, mettait cette barrière bien de sûr, grand public. Ouais. mais moi j'aime bien quand tu sais que c'est un produit pour développeurs, tu sais que tu n'as aucune expectation en termes de vente. Une fois que tu le mets dans un magasin, pour moi, si tu mets un produit dans un magasin, c'est que tu veux le vendre. Ouais. Si tu vas faire un truc pour développeurs, tu fais un truc, tu t'enregistres et puis tu payes et tu reçois une boîte développeur avec écrit fantastique, voilà votre code, votre accès à l'App Store, etc., développé. Moi, je pense que c'est ce qu'ils auraient dû faire. Et l'interaction va être intéressante. Après, la question qui se pose, on en revient, c'est comment tu construis des produits harmonieux entre les êtres humains, la machine, les machines. Et le logiciel qu'il y a derrière, quoi. Voilà. Et puis l'autre question, c'est si la robotique devient ce que je pense être la prochaine étape et l'automatisation du monde, là, tu as deux visions. C'est soit tu as une dystopie, un monde où, comme ce qu'on voit un peu en Chine, où l'homme n'a pas de valeur, comme dans certaines guerres, malheureusement, en Afrique ou même maintenant un peu partout où les humains n'ont plus de valeur, ou ça devient un projet humaniste. Et dans ce cas-là, tu te dis, parce qu'on est dans un monde où la démographie change, c'est-à-dire qu'on a en Europe, on va avoir une population qui vieillit, et pourtant, il faudra continuer à avoir les services publics, l'éducation, l'école, les hôpitaux, la santé, la sécurité, enfin plein de choses, dans un monde où on aura moins de gens. Ce n'est pas encore le cas en France, qui est plutôt protégé, mais c'est déjà le cas en Allemagne, où il n'y a plus assez de gens pour travailler dans les usines. C'est pour ça que Angela Merkel a fait venir des migrants. Et est-ce que demain, les androïdes chinois qui vont être construits en masse, ou par Tesla, ou par un clone de Tesla, parce que apparemment ça se fait assez vite maintenant, il faut quelques années pour faire un clone d'un produit américain en Chine, finalement on va avoir une nouvelle génération de machines qui vont elles-mêmes disrupter les travaux qui étaient jusqu'à maintenant... Nouvelle génération d'immigrés, tu veux dire, un petit voilà, peu. Ouais. une sorte d'immigration logicielle et hardware. Ouais. Et ça, c'est une question. Par exemple, au Japon, on a inventé la robotique pour éviter de faire venir de l'immigration dans les années 70. On a inventé la domotique et les robots de maison parce que plein de gens ne voulaient pas que leurs parents soient touchés par des gens d'origine chinoise, indonésienne, etc. Et là, maintenant, ils sont dans une situation où quand tu vas dans un hôpital au Japon, tu as des machines, tu n'as qu'une seule infirmière, là où tu en faudrait deux, et donc il y a des machines pour retourner les patients parce que effectivement tu n'as plus les moyens. Et donc la question qui se pose, c'est que l'Europe va être comme les États-Unis, comme le reste du monde, dans une logique. Tu as des pays avec des démographies croissantes, et là la Chine a une solution pour dire comment mettre tout le monde au pas. Et puis tu as des pays avec des démographies vieillissantes, et là la question qui se pose, c'est comment tu construis une automatisation, sachant que évidemment, je tiens à préciser, quels que soient les pays, je pense qu'il faudra se battre pour avoir une vision humaniste de l'automatisation. Oui, bien et sûr. mon point est que ce qui a changé depuis que je suis revenu des États-Unis, c'est que pendant longtemps, j'ai pensé qu'on pouvait retarder cette automatisation du monde, et maintenant, je pense qu'elle est inéluctable. Et donc, la question, c'est de savoir quel choix on fait. Et là, pour les entrepreneurs, il y a un boulevard. Le problème, c'est que personne ne travaille sur ça en France. Très peu. Et quand tu regardes Sur la partie robotique, tu veux dire? robotique et automatisation. Quand tu regardes France 2030, encore une fois, c'est des projets qui ont l'air bien sur le papier. On va faire un peu de quantique, un peu d'IA. Tout ça, c'est des mots.
question, c'est le monde a changé. Mm. Entre le moment où on a dit on fait France 2030 et aujourd'hui, on a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine. Déjà, France 2030, pour qu'il y ait un France 2030, il faut qu'on ait une armée de drones, qu'on réfléchisse à la défense numérique, cyber. Le cyber aurait dû être numéro 1 de la priorité. La lutte contre les ingérences, la question de l'automatisation, la question ensuite de l'automatisation industrielle. Demain, on a de l'eau, on a accès à de l'eau, à de l'énergie nucléaire, parce qu'il y a des gens qui travaillent. Qu'est-ce qui se passe quand ces gens partent à la retraite? Alors, est-ce qu'on a encore de l'eau potable, de l'énergie? Tu vois, il y a plein de sujets sur lesquels il faut avancer. Et donc, ce que je trouve dommage, c'est que les entrepreneurs peuvent travailler dessus, ils le font, mais il faut aussi que l'État mette à jour en fait sa doctrine pour accepter à la fois que la recherche publique travaille là-dessus et que les entrepreneurs travaillent là-dessus et qu'à un moment donné, on ait une vision un peu intéressante de tout ce qui va se passer. Je me permets d'interrompre très rapidement cette conversation. On a remarqué que 95% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à notre chaîne. Alors, pour ne pas louper les prochains décryptages et analyses des tendances de la tech, abonne-toi. Là, justement, qu'est-ce que pourrait faire l'État pour encourager les entrepreneurs à se lancer là-dedans en France? Moi, je pense qu'on a un vrai problème de politique publique. C'est très dirigiste, c'est-à-dire qu'en fait, on ne voit l'entrepreneuriat que par la question du financement. À chaque fois que tu écoutes le président de la République ou un acteur, il faut plus d'argent, plus de ça. L'argent ne fait pas tout. Il y a énormément d'argent en France. Il y en a énormément aux États-Unis. Ce qui change aux États-Unis, c'est qu'on croit dans les équipes et les gens. Tant qu'on restera sur c'est bien sur le papier et pas sur la valeur réelle des gens, on a plein de gens extraordinaires qui finissent par comprendre qu'il faut aller ailleurs. Moi, je me rappelle cette expérience. J'avais rencontré un jeune développeur qui lançait une boîte et j'en avais parlé à un copain qui est à la BPI. Et la BPI m'avait parlé d'une autre personne qui faisait un produit, un de ces fameux produits qui fait bien sur le papier. Et je leur ai dit, je vais regarder, mais regardez quand même ce garçon, il est cool. Et là, il a fait YC et apparemment, il a eu des offres hallucinantes. Sa boîte a cru à une vitesse incroyable. Et on ne s'est pas reparlé depuis, mais je sais que je lui avais dit à un moment donné, il faut peut-être que tu ailles aux US, parce qu'ici, les gens ne comprendront pas. Et cet exode de talents, ce n'est pas qu'ils ne sont pas détectés, c'est qu'ils ne correspondent pas au narratif standard. Et donc, à un moment donné, il va falloir qu'on prenne ce narratif et qu'on le change, qu'on le jette à la poubelle et qu'on comprenne comment les choses fonctionnent. C'est que le talent de la création et de la mise en œuvre d'une équipe qui va faire un produit, c'est quelque chose de rare. Donc, ça ne se décrète pas. Pour moi, le logiciel, c'est comme la création artistique. L'entrepreneuriat, c'est comme une création artistique. C'est valorisé aux US. Ça n'est pas tant que ça ici. Ce qui t'intéresse, qu'on va te demander avant même l'acte de création, c'est quoi le chiffre d'affaires, le business plan. Voilà. Et ce qui est fascinant, c'est que je ne jette pas forcément la pierre sur les VC, mais tu as quand même beaucoup de gens qui n'ont... C'est pas qu'ils n'ont jamais monté de boîte, parce que, mis à part quelques VC qui reçoivent un chèque tous les ans de tel ou tel acteur, la plupart des VC sont des entrepreneurs, puisqu'ils doivent lever de l'argent auprès de leur LP. Mais si tu n'as pas participé à un acte de création et que tu ne comprends pas à quel point ça doit être protégé et valorisé, en fait, en tant que VC, tu ne produiras que des projets génériques. C'est pour ça que les US sont fantastiques. C'est parce que les VC qu'on connaît, qu'on aime bien, respectent ça. Même des gens qui n'ont pas forcément beaucoup entrepris ou qui ont été ce qu'on appelle souvent des operators, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé dans ces boîtes, ils ont vu les équipes produits construire. Et leur rôle en tant que PM, c'était de protéger cette création artistique, cette création de produits avant le moment, parce qu'à un moment, évidemment, tu le stabilises et là, tu passes en scale et là, c'est une autre histoire avec d'autres techniques. Ouais. Voilà. Moi, j'ai toujours adoré cette première partie. Je suis moins nul que je le pense dans la deuxième, mais ce n'est pas forcément ce qui m'a plu le plus. Et l'idée de créer
avec des gens et d'inventer le futur. Ça, c'est un plaisir exceptionnel. Je pense que toute personne qui a des compétences et des envies doit à un moment donné se confronter à lui-même et se dire qu'est-ce que je vaux vraiment, pas qu'est-ce que je vaux dans une équipe générique, dans une grosse boîte où en fait on m'aime bien parce que le patron m'aime bien ou que j'ai fait un super rapport, mais qu'est-ce que je vaux en tant que personne. Et dans ce cas-là, il faut rejoindre une équipe fondatrice. C'est pour ça que moi je crois beaucoup aux product teams plutôt qu'à cofondateur technique, cofondateur machin. Tout ça, ça ne veut rien dire. C'est quelle est ta product team et quelle est la personne qui va la leader, c'est-à-dire qui va dire à un moment donné, je vous protège de l'environnement extérieur, je vous protège des gens qui pensent que ça ne peut pas marcher, je vous protège des questions qui font qu'il y a évidemment plein de problèmes en suspens et qu'on ne sait pas si on va tout réussir. Mais c'est ça que je fais. C'est ça, en fait, pour moi, la tech. La fascination de la tech depuis que je connais ça, depuis Steve Jobs qui fait un Apple II et Wozniak qui font un Apple II dans leur garage, ou Microsoft à OpenAI qui fait un centre de recherche pendant 5 ans où ils ont protégé. Parce que je ne pense pas qu'OpenAI et ChatGPT existeraient s'il n'y a pas eu les 5 ans où on a protégé les gens. Et je connais bien quelques-uns des acteurs qui ont travaillé là-dedans. On les a protégés et c'est ça qui est fantastique. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut remettre au centre du jeu en France. Ok, c'est un super mot de la fin, Tariq. Je te remercie. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux retrouver d'autres formats d'analyse, d'actualité et des masterclass sur la tech et les startups, alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et nous on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité.